Bon bah épisode 100. Enfin. Oh là là. Ouais. C'est quand même un truc de fou quoi. Ouais. On est arrivé là. Ouais, contre vents et marées. Ouais. Malgré, on s'est fait shadowban de YouTube. Malgré ça, on est toujours là. Comment ça? Non mais tu sais parce qu'on n'a pas beaucoup de vues. Ah oui. Donc on est shadowban. Et du coup, par conséquent, on est shadowban pour justifier le on est shadowban. Mais en fait, on n'est pas du tout. On dit qu'on est persécuté, tu vois. En fait, mais oui, on est shadowban. C'est BlackRock. Juste C'est on n'intéresse personne, tu vois. C'est BlackRock. C'est pas qu'on est. Mais faut toujours se clamer persécuté. Tu vois. Mais oui. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et donc on est là, ouais. Donc on va faire un épisode de commémoratif, je me disais, donc pour passer en revue un petit peu les choses qu'on a apprises en faisant ce podcast. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit recueil, tu sais, de se dire bah voilà, je sais pas, on a fait 100 livres. C'est quoi les trucs qui nous ont le plus aidé dans la compréhension de la vie. Voilà. Donc un épisode avec une portée interstellaire, puisque les mecs du Nectar vont vous dévoiler ce qu'ils ont appris. Donc c'est quand même quelque chose qui va avoir une certaine portée. Les mecs et les meufs, s'il te plaît. Ouais, mais c'est quand même moi qui ai préparé l'épisode. J'avoue, il n'y a que toi. Je suis en train de dire, mais on n'a pas préparé ce qu'on a appris, nous. Faut aussi dire ce qu'il y a. Ouais, j'avoue, j'aurais pu mettre jeu. Tu vois. Et donc, ouais, je sais pas si ça va être bien comme épisode, parce que soit on va saouler les gens qui ont beaucoup écouté, et soit il va y avoir des gens qui débarquent et pour qui ça va être un petit peu compliqué, parce qu'on est tellement intelligent maintenant. On est tellement loin. Ouais, tu sais, on est au-dessus du game, on plane au-dessus du game, et en gros, les gens qui débarquent, ils sont là, ils font ouais, on comprend pas et tout. Donc, je sais pas si ça va être bien. Mais pas grave, petit épisode de commémoratif. Je sais pas, est-ce que ça vous chauffe? Comment vous voyez le chemin parcouru? C'est de toute façon, on n'a pas d'auditeur, donc soit bien ou pas. Ouais, de toute façon, on est shadowban. De toute façon, on est shadowban, donc à un moment donné. Ouais. Autant se faire kiffer nous, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je sais pas, vous voyez comment là le chemin parcouru? Je vous pose une question très ouverte, je suis un enculé. De ouf. Là, on doit dire un truc un peu là, vous devez dire un truc ça un petit peu intelligent. Mais vous pouvez aussi dire que vous ne le voyez pas de nullement et qu'on peut passer à la suite, quoi. Non, mais moi je trouve ça cool. En fait, tu sais, je pense que ça arrive à pas mal de gens qui lisent des bouquins, notamment de la non-fiction ou des essais. C'est qu'au bout d'un certain temps, tu commences à pouvoir faire des liens entre les bouquins. Exactement. Et je trouve que ça, c'est intellectuellement plaisant, déjà. Le moment où soit les bouquins se complètent entre eux. Donc, il y avait des zones grises sur un certain sujet auxquelles un autre bouquin répond. Donc ça, c'est intéressant. Soit juste des bouquins qui se répètent entre eux et ça ancre mieux le savoir dans ton cerveau. Donc en gros, je trouve que l'accumulation de bouquins te permet soit de voir les contradictions entre les bouquins et de te dire que du coup, ok, il y a un sujet qui fait débat, soit d'avoir des sujets qui se complètent, soit par la répétition de mieux intérioriser. Et ça, je trouve ça cool. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement dans le process, tu sais, au début je voulais faire cet épisode et je m'étais dit vas-y, je vais faire un top 10 des bouquins ou un truc comme ça, tu vois. Et, ou alors un top 10 des choses les plus intéressantes qu'on aurait appris. Et en fait, justement, je me suis rendu compte de ce que tu dis, qu'en fait, ça se recoupait tellement que en fait, le truc qui me paraissait le plus intéressant, après avoir essayé de faire différents exercices, c'était de faire 4 grands thèmes. Donc l'épisode, ça va être 4 grands thèmes. Et ça va être 4 grands thèmes qui vont regrouper en fait plein de bouquins et qui vont dire bah voilà, c'est ça, on a appris tout ça sur ce thème-là et c'était fondamental, c'était trop bien, voilà. Et donc ouais, ça souligne ce que tu dis, quoi, en gros, que la richesse de ce qui a été appris, c'est pas dans le bouquin de Jean-Mi, il y avait tel truc et c'était intéressant, tu vois. Donc, et là, tout le monde va chercher l'épisode du bouquin de Jean-Mi. Voilà, qui est un épisode caché, en effet, qu'il faut débloquer. Et moi, juste pour répondre à ta question, moi, c'est peut-être un peu différent. Enfin, je me disais que moi, je suis arrivée un peu en cours et je pense que j'étais... Enfin, je pense que vous posez plus de questions et vous cherchez des réponses. Moi, je me suis juste incrustée. Et
le chemin qui a été parcouru, c'est que ça m'a fait aussi un peu me poser des questions sur des sujets que j'avais pas forcément moi imaginé ou qui j'avais l'impression qu'ils m'intéressaient pas, quoi. Donc je trouve ça chouette aussi, quoi. Et donc ça t'a intéressé Pas tout. Non, je non, si, de ouf, ça m'a intéressé. J'ai bien aimé, tu vois, m'intéresser à des trucs auxquels je m'attendais pas. Tu vois, moi, j'ai pas du tout été intéressée par des sujets économiques. Là, en fait, j'ai vu que j'ai réussi à comprendre des choses, à comprendre des dynamiques et tout ça. Et c'est cool, quoi. J'ai l'impression d'avoir progressé sur des trucs. Trop bien. Ouais, moi, c'est la même chose. Enfin, c'est juste qu'il y a des sujets qui spontanément m'intéressent pas à la base. Genre, par exemple, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est santé. C'est un exemple. Bon, ça me passionne pas tant que ça, enfin moins que toi, Alexa. Et du coup, tu vois, ça m'a ouvert aussi à des sujets vers lesquels j'irais pas spontanément. Tu vois. Donc, je trouve ça cool. Trop bien. Et après, sinon, il y a un truc que je trouve moins. Enfin, je pense qu'on a déjà discuté tous les deux. C'est en gros, enfin, je trouve que je retiens, en tout cas pour ma part, je retiens quand même assez peu de nos conversations. non, mais en gros, genre, c'est très diffus, tu vois. Genre, je sais pas si c'est un problème personnel que ma mémoire est défaillante, mais tu vois, genre, je trouve que c'est des trucs qui me reviennent par bribes, mais tu vois, j'ai pas l'impression que je retienne non plus énormément, tu vois. Ouais. Mais il y a peut-être une différence entre... Enfin, déjà, moi qui l'ai fait, tu sais, qui fait un épisode et qui me fait chier à lire le truc, à bien essayer de comprendre, à le relire, à réfléchir dessus, à l'écrire de manière compréhensible. Déjà que moi, je m'en souviens pas toujours. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un, mais du coup, c'est pareil pour les gens qui l'écoutent une fois, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais bon, je pense que... Moi, c'est pareil que toi, Georges, hein, franchement. Et franchement, je pense que je retiens encore moins que toi. Tu vois, genre, ouais. Il va y avoir quelques petits trucs qui vont me marquer et que je vais garder parce que après, du coup, tu les revois ou tu les réutilises un peu dans ta vie ou dans d'autres discussions. Mais franchement, ouais, c'est... Comme tu dis, c'est diffus, en fait. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je trouve qu'au contraire, là, de faire un épisode un peu... commémoratif. Du coup, on dirait que quelqu'un est mort, mais de faire un épisode qui rassemble un peu, et du coup, je trouve que c'est pas mal parce que ça va ancrer des choses qui peut-être justement ont un peu disparu de nos esprits. Ouais. Et fun fact, j'avais une copine qui, c'était pour mon anniversaire, avait fait un espèce de questionnaire, un espèce de jeu où en gros les questions c'était des questions. Mais elle avait fait un tu te mets combien ? Ah oui, tu te mets combien ? Sur des thèmes, sur des bouquins du Nectar, sur des épisodes du Nectar. Ouais. Elle est trop stylée, elle a fait un cadeau sur le putain, trop cool. C'était trop marrant. Et en fait, j'étais une grosse merde, quoi. Enfin, tu sais, genre, en gros... parce qu'en fait, tu sais, elle écoutait l'épisode et elle se disait, ouais, il est trop chaud, il a l'air de trop bien connaître et tout. Et du coup, les questions, elles étaient hyper pointues sur, oui, c'est quoi le nombre d'immigrés qui font... Tu sais, j'étais là, mais quoi ? Genre, d'où je m'en souviens ? Et du coup, ça rejoint ce que tu dis. Ouais, en fait, on se souvient pas de tout non plus, quoi. Mais voilà. Ouais, voilà, donc il y a ça, mais je pense que ça me gêne pas tant que ça. Et puis, je trouve que parfois, dans des conversations, ça remonte, tu vois. Il y a un truc un peu enfoui qui remonte spontanément. Il y a ça, et il y a le deuxième truc, c'est que. En fait, tu sais, là, tu vois, on commence à avoir fait 100 épisodes. Ouais. Donc, disons, ça fait gros. Même s'il y a quelques épisodes, il y a quelques bouquins qui traînent sur plusieurs épisodes, mais globalement, on va dire que ça fait 100 bouquins, tu vois. En fait, je trouve qu'au bout d'un moment, tu te dis. On a tous un peu naturellement une quête de connaissance et une envie de comprendre le monde, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Mais au bout d'un moment, tu te dis à quoi bon, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, ouais, non, mais tu vois, genre, je trouve que... après, moi, je kiffe quand même le faire parce qu'on se voit et on discute et c'est marrant. Mais tu vois, genre... c'est un sentiment que j'avais pas au début. Au début, j'étais juste trop content. T'étais curieux. Et au bout de 100 épisodes, t'as un peu un phénomène d'usure où t'es là... Mais en fait, juste, je vais accumuler comme ça des connaissances et un peu mieux comprendre le monde toute ma vie. Et est-ce qu'il y a un but final, tu vois ? Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, je suis d'accord, c'est usant, ouais. C'est marrant. Hein. Bah, c'est un peu usant / lassant, ou c'est un peu, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce qu'il y a du sens, enfin, est-ce qu'il y a un objectif à ce qu'on fait, ou c'est juste pour le kiff ? C'est ça. Je suis d'accord, non, mais c'est une bonne question, je me la pose aussi, ouais. Ouais. Mais même dans notre vie personnelle, genre juste, ok, on va avancer dans la vie, on va un peu plus comprendre le monde.
mais genre, est-ce que t'es plus heureux quand tu comprends mieux? Enfin, tu vois, je sais. Putain, quel relou. Non, mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ouais, mais à la fin de l'épisode aussi, je me poserai la question. Enfin, je pense que j'ai encore envie de faire quelques épisodes parce qu'il y a encore quelques bouquins qui sont bien, mais c'est vrai que je sais pas combien de temps ça va durer, quoi. Mais oui. Donc c'est vraiment commémoratif en fait. C'est ultra commémoratif. C'est bientôt la mort du podcast, quoi. C'est ça. Que vous annoncez à demi-mot. Ouais. Mais la mort forcée parce qu'on était Shadowban. Ouais, grave. De toute façon, Shadowban, c'est à cause donc voilà. Et donc en effet, vu que le format va être un peu spé avec les 4 grands thèmes que je vais pas spoiler. Et que, tu sais, souvent, les gens qui écoutent, en fait, ils sont sympas, ils envoient des messages, ils font « Ah, j'aime bien ce que vous faites, machin ». Et c'est vrai que souvent, j'ai dû le voir pas mal de fois, il y a la question « C'est quoi ton bouquin préféré ?» Parce que les gens sont curieux, tu sais, il y a eu 100 bouquins, donc sur 100 bouquins, c'est quoi ton bouquin préféré ? Ouais. Et en gros, je peux répondre un peu, j'ai pas de bouquin préféré, mais en gros, mes préférés, c'est Le commencement de l'infini, Système 1, Système 2, Super Intelligence, The Precipice, The Righteous Mind. Donc voilà, checker les épisodes. Je sais pas si vous en avez un spontanément, Georges ou Clem, mais vu que je vous ai pas demandé d'y réfléchir, c'était un peu compliqué, quoi. Mais dites-le si ça vous vient à l'esprit. Moi, j'ai pas vraiment de préféré, mais celui de l'épisode que Clem a fait sur le mytho, là, ouais. ça m'a un peu marqué parce que déjà c'était Clem, donc c'était mieux. Mais quel bâtard. Non, mais aussi, tu sais, c'était un peu rafraîchissant parce que du coup, c'était juste une histoire un peu d'un mytho. Ouais, grave, ouais. D'ailleurs, non, vas-y, excuse-moi, fini. Non, ouais, d'ailleurs, Clem travaille sur un épisode sur le royaume du même auteur, c'est ça ? Ouais. Qui va sortir en 2028. Ouais. Parce qu'elle le peaufine, hein. Vraiment, c'est tel un ébéniste. je fais des pauses, tu vois, pour mieux m'imprégner de ce qui est dit. Tout ça, c'est assez profond quand même. C'est vraiment, d'ici 2029, vous allez avoir cet épisode. T'es vraiment un enfoiré. Hein. Et donc, c'est vrai ou pas ? L'épisode est en préparation, il est dans le four. Ouais. Et donc voilà. J'ai bien nommé aussi la vidéo Jean Covici le déteste, découvrez comment ce jeune papa a trouvé le moyen de se passer du pétrole. Et en fait, j'ai bien aimé parce que, en fait, je me souviens au début, quand on faisait le podcast, les commentaires étaient pas sympas, genre c'est qui ces tocards et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un truc avec l'algo de YouTube, hormis le fait qu'il te shadowban, où en fait, il te trouve un peu une audience qui potentiellement aime bien passer 1h30 sur un bouquin. Et du coup, au fur et à mesure, les commentaires sont devenus beaucoup plus sympas, beaucoup plus constructifs. Ah, vous avez dit ça, mais comment, pourquoi ? Puis moi, j'ai un autre avis et tout. Et c'est vrai que la vidéo Jean Covici le déteste, c'est assez rafraîchissant parce que là, c'est que des gens qui nous insultent. Et du coup, c'est aussi une de mes vidéos préférées, quoi, du coup, parce que c'est mais ça, c'est un short que tu avais fait. C'est un short et c'est évident que c'est une blague. Non, mais vous êtes en train de rigoler, je dis que des conneries. Ça s'appelle Jean Covici le déteste et les gens sont trop vénères, c'est hyper drôle. Ils sont vénères premier degré. Moi, je suis pas d'accord moi, je trouve pas ça si évident que c'est une blague. Non, mais regarde là. Non, mais tu sais, il y a des vidéos de merde sur internet où des gens ils disent de la merde, tu vois. Non, il y a pas mal de clés. Il y a pas mal de clés où tu comprends que c'est. Tu la regarderas. Alors, c'est compliqué. Ouais, mais nous, on est trop biaisés, quoi. C'est compliqué. Bref, et juste avant de passer aux 4 thèmes, on avait dit qu'on ferait gagner un NFT Christian Gérando. Je sais pas si tu peux le montrer, Georges. Ouais. Vas-y, une seconde. Putain, tu l'as pris par surprise, quoi. Bah, je l'ai pas pris On par a surprise. généré ce magnifique mais je croyais qu'on le NFT faisait gagner à la fin. de Christian Gérando. Ok, on le met tout de suite, on sort notre. Voilà, je vous le montre. Voilà, ça c'est le NFT. La vidéo. Hop, tu vois, je le mets de façon très rapide pour que personne puisse le screenshot. N'importe quoi. Donc on le vend, c'est un Mimi. Un euro. 1 euro. Et, 1 euro. Et ouais. Et donc vous pouvez 1 million exemplaire unique. C'est un exemplaire unique et vous pouvez nous payer en Bitcoin, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc interdiction de le screenshot, évidemment. Et du coup, ça servira à quoi ce million d'euros en Bitcoin ? À nous, ça va être pour monter. Est-ce que ce sera pour nos vacances ? Non, ça va être pour monter une entreprise, c'est qui va être une arnaque pyramidale.
Mais par contre, le gars qui a acheté le NFT, tu sais, après, il peut le revendre pour 2 mimi parce que ça prend de la valeur. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc ça va être ça l'idée, quoi. Donc on est parti pour les 4 éléments, là, c'est bon ? Les 4 éléments. On a dit assez de conneries. Il n'y a pas de liaison, c'est ça ? Il n'y a pas de S. Tu vois, 100 bouquins plus tard, je sais toujours pas faire les donc, le premier des 4 éléments clés. Ah oui, non, je voulais dire un truc. Putain, je suis relou avant de commencer. Grave. Mais ça, c'est important. Je trouve que c'est hyper difficile de se mettre dans la peau de toi quand tu savais pas quelque chose. Et je crois que c'est un biais cognitif qui a un nom. J'ai essayé de trouver sur Wikipédia, mais je suis pas sûr que ce soit ça. De toi qui, moi ? Non, de toi-même. Ah oui. Ouais, de soi-même. De soi-même. Je sais pas pourquoi il va être dans ma peau. Clem, elle est insupportable. Je peux t'arrêter. Donne-moi la bière. Ouais. Et après, on va dire qu'on est misogyne et tout. Mais oui, on peut rien faire. Et donc, et où est-ce que j'en étais ? Donc j'ai vu sur Wikipédia, ça avait l'air de s'appeler le biais rétrospectif, mais c'est vrai que c'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un de toi quand tu savais pas. Et donc je pense qu'il y a plein de moments où je vais me prendre des gros vents parce que je vais vous demander, mais ça, vous êtes content de l'avoir appris et tout, et vous allez me regarder genre, mais en fait, on l'a toujours su. Et ça va être compliqué à gérer. Mais bon, okay, on t'insultera, on va voir, vous m'insulterez, vous me direz. Donc premier élément clé. Ce que j'ai voulu mettre en 1 sur 4, donc des éléments fondamentaux que j'ai compris en faisant de podcast, c'est qu'on pouvait définir la morale de manière tout à fait scientifique. Et donc, tout simplement, on avait dit que la morale, c'est ce qui maximise le bien-être des êtres conscients. Et je trouve que c'est une sorte de poids mental qu'on t'enlève quand tu comprends ça. Parce que je me rends compte que le monde est potentiellement un peu plus difficile à naviguer quand t'as pas compris ça. Donc par exemple, tu vas croire que, j'en sais rien, l'homosexualité c'est mal, ou alors tu crois pas ça, tu crois le contraire, mais tu sais pas pourquoi. Tu vas peut-être croire que maltraiter les animaux c'est pas grave. Et je trouve que c'est assez bizarre de revenir en arrière et de se mettre dans la peau de quelqu'un qui en fait pensait que les choses immorales, c'était immoral parce que c'était comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que d'avoir mis un canevas théorique derrière cette notion-là, en fait, ça aide pour plein de trucs. Je vais expliquer pourquoi ça m'aide, mais déjà, je sais pas si vous arrivez à vous souvenir de comment vous naviguiez le monde quand vous ne saviez pas ça. Encore une fois, c'est difficile avec le biais de rétrospective, mais on va essayer. Ouais, moi je pense, en gros, moi j'ai jamais pensé qu'un truc était moral ou immoral parce que c'était comme ça, ou parce qu'on me l'avait dit, ou parce que Jésus, ou whatever, tu vois. Okay. Mais par contre, j'avais pas une définition précise comme celle qu'on a appris. Mais du coup, moi j'ai un peu le sentiment inverse au tien, qui est, tu sais, parce qu'en fait, une fois que tu dis ça, tu rentres dans tous les trucs de altruisme efficace, de comment je maximise le bien-être, de quelle est la définition du bien-être, etc., etc. Et moi, à l'inverse, je trouve que c'est plutôt un poids. Je trouve que ça complexifie plutôt la vie plus que ça la rend légère, tu vois. Ah ouais ? Mais le truc, c'est que moi, mon point de départ, c'était déjà... Enfin, j'avais pas une morale absolue qui m'était inculquée par tradition, tu vois. J'étais déjà dans le... Mais moi, je sais pas si j'avais une morale genre inculquée et tout, mais bon, si un petit peu. Ou alors, c'était très flou, quoi. Genre, je savais pas trop pourquoi on disait que... Ouais, tu te posais pas la question. Enfin, ouais, c'était trop flou. Et du coup, là, moi, j'ai aussi apprécié le fait que ça a clarifié et que du coup, un peu pour toute situation ou tout questionnement, tu peux t'en remettre à ça. Alors évidemment, il va y avoir des cas, comme tu dis, où en fait, ça va faire se poser plus de questions que ça va donner de réponses, mais j'ai l'impression... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas le plus souvent, quoi. Mais tu vois, je te donne un exemple. Il y avait un débat à la con sur YouTube, et c'était pas des gens demeurés. Bon, là, vous allez me dire qu'ils étaient demeurés, mais c'était pas des gens demeurés. Et en gros, il y avait un mec qui était là pour dire que l'avortement, c'était pas bien. Et en gros, son raisonnement, c'était de dire on est d'accord que tuer, c'est pas bien. On est d'accord que avorter, c'est tuer un bébé. Donc, avorter, c'est pas bien, c'est QFD, tu vois. Et donc, en gros, il avait son espèce de raisonnement. En fait, c'est un raisonnement qui est assez pauvre parce que je pense qu'il avait pas forcément les clés de...
il utilise des raccourcis parce que finalement, il a peut-être pas les outils pour se dire, ok, comment je vais raisonner, sur la morale. Et c'est des outils qui permettent de faire des raisonnements assez poussés. On l'a vu dans le livre de Peter Singer, où en fait, il utilise ces outils pour se poser la question de quand est-ce que faire souffrir un animal, c'est bien, quel type d'animal, quand est-ce que les tuer, c'est bien, pas bien. Enfin, voilà, c'est des outils qui permettent vraiment d'avoir des raisonnements et de se poser des questions assez profondes et de sortir de tuer, c'est mal, donc tuer un bébé. Enfin, voilà, ça te donne quand même des outils, quoi. Donc, je sais pas si toi, ça te complexifie la vie, Georges, mais en tout cas, je trouve ça... Ouais. Non, mais moi, je trouve ça cool, mais oui, ça me complexifie la vie. Parce que, non, mais tu vois, genre aussi, dès que tu rentres dans un truc longitudinal, tu vois, dès que tu rentres dans un truc temporel, mec, c'est enfer, en fait. Tu sais, dès que tu dis, genre, oui, le bien-être d'aujourd'hui ou le bien-être futur, est-ce que 3 bien-être dans un an, c'est mieux qu'un bien-être maintenant ? En fait, c'est juste... En fait, il y a un moment où c'est incalculable, tu vois. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et après, en fait, pourquoi je dis l'histoire de longitudinal ? Parce que, par exemple, l'avortement, c'est un de ces cas-là, tu vois. C'est genre... tu vois, genre, tu empêches une vie d'être créée et X vie future si cette personne-là a des potentiels enfants, et du coup, comment tu fais ? Enfin, bref. Et je trouve qu'il y a plein de cas où, effectivement, ça te donne des clés de lecture et ça te permet d'avancer le raisonnement et ça te permet de résoudre le truc. Mais il y a plein de cas où juste ça rend ta life trop chiante, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression, mais alors peut-être je vais dire une bêtise, mais c'est que du coup, ça te donne des clés, des éléments pour te poser des questions un peu, comme tu dis, dans le bon ordre, ou d'avoir des arguments pour réfléchir sur des trucs qui peuvent être un peu complexes, mais qu'il y a quand même toujours Enfin, à partir de ça, ça va t'aider à poser des choses, à réfléchir, mais il y a toujours un peu une sorte de décision de ta part. C'est-à-dire que tu vas, toi, dire, en fait... Ok, là, j'ai ces arguments-là, ces clés-là me font tendre vers ça, mais en fait, c'est pas tout à fait tranché, mais moi, je décide de trancher de ce côté-là ou de ce côté-là, quoi. Non, mais en fait, le canevas théorique derrière ce que vous dites, c'est juste que y a des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse, dans le sens où, tu sais, si tu demandes combien il y a de moustiques en ce moment qui volent sur Terre, tu peux te dire que tu n'auras jamais la réponse, que c'est trop compliqué. Par contre, le truc que tu peux aussi te dire, c'est qu'il y a des réponses qui sont moins connes que d'autres. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dis, il y a 10 puissance 99 moustiques qui volent sur Terre en ce moment, c'est complètement con parce qu'il y a 10 puissance 99, c'est plus qu'il y a d'atomes dans l'univers. Donc en gros, je suis d'accord, tu as des corner cases, c'est ce que tu dis, Georges, il y a des moments où tu sais pas répondre. Par contre, quand même, ça te donne un canevas théorique où tu te dis, en fait, il y a quand même des trucs où c'est évident que c'est mieux que d'autres. Et tu arrives quand même à naviguer. Donc, faut faire gaffe. C'est pas parce que la réponse, on la connaît pas, ou on n'a pas réponse à tout, voilà, qu'il n'y a pas des réponses qui sont moins connes que d'autres. Et voilà. Et bon, tous ces petits éléments qui naviguent autour de la morale qu'on a vus, c'est vrai. C'est quand même intéressant. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'en plus, pour le coup, dans ton quotidien, tu as beaucoup plus de cas où la réponse elle est évidente que de cas extrêmes comme ce que je racontais, chelou. Exactement. Et j'ai bien aimé ça, je crois que c'était la première fois que on avait été introduit à ce truc de la morale, c'était dans le livre The Righteous Mind, où en fait Jonathan Haidt, il présente ses travaux dans lesquels il soumet des gens à des histoires qui ne font pas de victimes, entre guillemets. Et c'est hyper drôle, c'est-à-dire qu'il dit un homme achète un poulet au marché, le sodomise, puis le cuisine et le mange, personne ne le découvre, et ça le rend heureux. Et donc il présente l'histoire à des gens, et qu'est-ce qui se passe en général ? Les gens disent, je sais que c'est immoral, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc ils essaient d'argumenter pourquoi c'est immoral, et à chaque fois il fait, non, tu vois bien qu'il est plus heureux, tu vois bien que personne ne l'a vu, tu vois bien que machin. Et les gens finissent toujours par dire, mais en fait je sais que c'est immoral, mais je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est marrant, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pour montrer que on a des intuitions, mais que elles peuvent être trompeuses, quoi. Et pour rappel, il avait dit aussi une personne utilise un drapeau national, donc par exemple le drapeau français, comme chiffon pour nettoyer le sol chez elle. Personne n'est informé et cette personne se sent bien. Ça, c'était la deuxième histoire. Et la troisième, c'était un frère et une sœur, tous les deux stériles, décident d'avoir une relation sexuelle consentie. Cela leur procure du plaisir et personne n'en entend jamais parler. Ça, c'était la troisième histoire. Et donc, sur les 3 histoires, les gens essaient de trouver pourquoi c'est immoral, mais n'y arrivent pas. Et donc, c'est on aime bien ces histoires. C'est marrant, hein.
Mais juste maintenant, avec le recul, en fait, parce qu'au début, on découvrait, on comprenait pas, mais maintenant, avec le recul, tu vois qu'il y a quand même un piège, parce qu'en fait, c'est tautologique dans le sens où, tu sais, il dit machin fait quelque chose et ça le rend heureux. Oui, bah oui. Et donc, tu vois, et donc, du coup, si ça le rend heureux et que personne l'a vu, en fait, forcément, c'est moral. Mais bah non, c'est. Parce que c'est. Oui, mais des fois, ça peut rendre malheureux une autre personne. Quoi. Oui, mais là, mais c'est tourné à chaque fois pour que, tu vois, dans le truc, il y ait le seul être conscient qui soit plus heureux, c'est le mec. Et oui, mais du coup, si le poulet il a souffert, machin. Tu vois. Oui, mais là, c'est un poulet du supermarché. Ouais. Ah oui. Oui. Ouais. Oui, mais du coup, je suis d'accord que c'est tourné de cette manière, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de répondre si tu as déjà le canevas théorique qu'on a. Si tu l'as pas, tu comprends pas trop. Non, sais pas quoi. C'est vrai. Je trouve ça bizarre. Et je trouve que souvent, on confond aussi est-ce que cette action dans cette situation, elle est morale, ou est-ce que il faut autoriser ou généraliser ce comportement. Oui. Tu vois. Ouais, c'est une et il faut distinguer genre le jugement moral sur une situation donnée, un cas précis, de est-ce qu'on autorise ça pour tout le monde, tu vois. Ouais, tu vois, par exemple, je dis ça parce que par exemple dans le cas des frères et sœurs là, là tu vois, pour moi c'est totalement moral parce que ça te fait de mal à personne, il s'est consenti, ils sont stériles, machin. Par contre, est-ce qu'il faut le généraliser et l'autoriser pour tout le monde, etc. Là, il y a plus de débat, tu vois. Ouais, donc le canevas théorique derrière ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a deux conceptions de la morale, dont une qui est fausse, n'en déplaise aux haters. Donc il y a la première conception, c'est le conséquentialisme. Donc ça veut dire, en gros, tu te poses la question, est-ce que les conséquences de mes actions seront morales ? Est-ce que je vais augmenter le bien-être d'être conscient si je fais cette action ? Et la deuxième approche, c'est le déontologisme, qui est faux, du coup, mais qui est basé sur certains principes immuables, du genre tuer, c'est pas bien. Et en fait, pourquoi c'est faux ? Parce que quand tu demandes à un déontologue de t'expliquer pourquoi, d'où il vient son principe immuable, en fait, pourquoi tuer, c'est pas bien, en fait, il va toujours te donner des conséquences. Mais en fait, ce que tu dis, Georges, c'est qu'en fait, vu qu'on n'est pas monsieur je sais tout, et on peut pas tout prédire, et on peut pas voir les conséquences, on peut pas voir le futur, souvent, en fait, de manière pratico-pratique, en fait, on pratique le déontologisme, dans le sens où je sais pas si je suis en train de sauver bébé Hitler ou pas de la noyade, mais je le sauve quand même parce que juste, j'ai certains principes et je vois pas dans le futur si ça va être Staline ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est marrant, c'est conséquentialisme, déontologisme qui est faux, mais finalement on fait quand même du déontologisme en pratique. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on a besoin de règles pour faire société et pour réduire notre charge cognitive, quoi. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Donc c'est marrant. De règles générales, de règles uniques pour tout le monde. Oui, t'es obligé de faire appel à des heuristiques. Oui. J'arrive pas à dire heuristique en étant sérieux. et donc, ouais. Mais bon, je trouve ça marrant quand même que dans les histoires de Jonathan Haidt, ça soit tautologique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans l'histoire, c'est contenu que y a quelques personnes qui sont plus heureuses et que personne d'autre n'est malheureux. Et je trouve ça marrant de m'en rendre compte que maintenant, quoi. Parce que tu sais, souvent on dit, quand quelqu'un fait quelque chose, tu dis après tout, si ça le rend heureux. Mais bon, a priori, si tu fais une remarque, c'est que peut-être que tu te dis que ça le rend pas tout à fait heureux, quoi. Si la personne joue à doodle jump toute la journée et que tu dis c'est peut-être pas optimal, et que quelqu'un te répond si ça le rend heureux. Ouais. Ok, ma remarque, c'était que peut-être que ça le rend... ça le rendait pas heureux. Voilà. Si je le disais, c'est que je pense que ça... Voilà, mais c'est marrant parce que on se rend pas compte de tous ces petits plis et de ces sous-catégories et tout, quoi. Donc voilà, c'est rigolo. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus ? Donc oui, en effet, dans la catégorie de le conséquentialisme, mais en pratique, on est déontologue, il y avait eu l'histoire célèbre, c'était rigolo, ça, du moine Johann Kuberger, qui avait sauvé Hitler, enfant, de la noyade. Et donc, en effet, il ne pouvait pas prédire que c'était Hitler. Je ne sais plus où j'ai vu que c'était peut-être pas vrai, en fait. Du coup, on a l'air con, mais je suis plus sûr de moi. Que cette anecdote n'est pas vraie ? Ouais, donc je vérifiais quand même. Après, même si elle n'est pas vraie, même si elle est pas vraie, pour l'exemple, ça fait comprendre des trucs. Voilà. Quoi.
Et après, ouais, c'est ce que Georges disait, en effet, il y a des moments où t'es coincé, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux 1 million de personnes qui ont mal au petit doigt ou 30 personnes qui se cassent le genou? En fait, on n'en sait rien. Mais voilà, il y a toujours des il y a des il y a des réponses qui sont moins connes que d'autres, quoi. Voilà. Et donc... Mais tu vois, sur le truc de... est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que... Enfin, moi, j'en ai déjà discuté avec un pote aussi. Et je sais pas si c'est lié à ce qu'on raconte, donc tu me dis c'est complètement hors sujet. Ouais. Mais en gros, genre... tu sais, genre, je réalise que, tu vois, par exemple, avec un ami, on avait souvent le débat de machin, genre tel comportement, c'est pas bien, ou truc muche. Et lui, il était souvent du postulat, genre, si ça le rend heureux. Et moi, j'étais du postulat, genre, c'est sous-optimal, tu vois. Ouais. Tu vois. Et en fait, à force de discussion, on a abouti à la truc qu'en fait, on avait un peu deux conceptions différentes de la vie. Moi, ma conception, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que chacun maximise son potentiel. Et lui, c'était juste, il faut essayer de faire en sorte que chacun soit le plus heureux possible. Mm. Et après, il y a peut-être du overlap, tu vois. Ça se confond peut-être. Genre, quand tu maximises ton potentiel, t'es content. Mais c'est pas nécessairement le cas, tu vois. Mm. Et bref, et du coup, c'est vrai que ça m'a éveillé au fait que, enfin, je sais pas si vous avez ce que vous en pensez, tu vois. Mais ça m'a éveillé au fait de, en gros, c'est vrai que moi, j'ai une perception qui est de il faut essayer de pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, quel que soit le domaine dans lequel ils peuvent devenir stylés, tu vois. Mm. Alors que lui, il était là, mais full la paix aux gens. S'il fait un truc complètement inutile, qui sert à rien à personne, mais qui le rend heureux, pourquoi pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ouais. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Bah non, mais après, encore une fois, oui, c'est difficile. Enfin, si tu savais voir dans le futur et si t'étais sûr de toi, en effet, c'est difficile d'argumenter que s'il changeait son comportement et qu'il était plus heureux en changeant son comportement et qu'il rendait les gens autour de lui plus heureux, en effet, c'est difficile d'argumenter qu'il devrait pas faire ça, tu vois. Même si il optimise pas quoi que ce soit. Oui, mais aussi dans sa vie. Non, enfin, là, Son pour potentiel. le coup, on prend une hypothèse où juste, il arrête de jouer à Doodle Jump. Donc, même s'il est heureux de jouer à Doodle Jump, en gros, je sais pas, il va creuser des puits en Afrique ou je sais pas ce qu'il fait. Et donc, il est trop heureux. Et putain, il rend aussi peut-être un peu les gens du village heureux. Dans ce cas-là, c'est difficile d'argumenter qu'il aurait mieux fait de rester jouer à Doodle Jump ou qu'il aurait pas dû faire autre chose. Oui, quoi. mais le truc, c'est que tu sais pas, tu vois, t'as aussi le cas où il se met une pression de malade et en fait... Voilà, et donc en fait, il est malheureux. Voilà, donc donc c'est sûr que le problème du conséquentialisme, c'est ce qu'on a dit, c'est que t'es jamais vraiment sûr des conséquences. Et donc après, vous avez un débat avec ton pote plus sur, ça sera quoi les conséquences, quoi. C'est ça que vous dites, quoi. Enfin, c'est ça le débat que vous avez. Mais oui, c'est rigolo, ouais. Et c'est con, ça m'a fait penser à un truc que tu disais, mais j'ai oublié. Dommage. Et c'est vrai qu'il y avait un autre truc intéressant aussi qu'on avait vu, c'est que sur ce domaine de la morale, en fait, tu as souvent des gens qui viennent pinailler et qui viennent dire « Oui, mais non, je suis pas tout à fait d'accord avec votre canevas théorique, on pourrait le voir autrement et tout. » Et en fait, c'est vrai que y a Samaris qui fait une très bonne analogie dans son bouquin. En fait, c'est comme si tu étais... il dit qu'il y a beaucoup de gens qui pinaillent sur la morale, sur le canevas théorique, à des endroits où, par exemple, ils ne pinailleraient pas dans une conférence d'ingénierie ou de physique. Par exemple, imagine, les gens sont réunis à une conférence sur l'A380, tu vois, et donc tu as un ingénieur qui te fait un PowerPoint sur comment ils ont fait voler l'A380, avec quelles équations et tout. Tu sais, tu peux toujours avoir un mec qui se lève et qui dit « Bah non, je suis pas d'accord, parce que dans certains espaces mathématiques, 1 + 1 = 3, donc je suis pas d'accord, là, vous avez parti de ce principe-là, mais en fait, non. » En fait, ce mec-là, il est inintéressant parce que le but, c'est de faire voler la 380 et tout le monde a bien compris que fallait être pratique et c'était pas la peine de se poser des questions philosophiques et qu'à un moment, il faut juste prendre des axiomes et des hypothèses qui font sens. Et donc, ce mec-là, à la conférence de physique, on va lui faire « Oui, très bien, rassieds-toi ». Alors que dans les questions sur la morale, il va peut-être plus faire tourner les têtes et attirer plus l'attention. Donc je trouvais ça intéressant. Donc ne vous laissez pas détourner
par les gens qui pinailleraient sur des trucs. Oui, et pourquoi, après tout, il faudrait maximiser le bien-être des êtres conscients. Qui a dit ça voilà. Enfin, je veux dire, c'est OK si tu veux. Juste, c'est pas très intéressant, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, donc ça, on en a parlé. Et oui, je dirais, une fois que tu as les outils, ça permet tout un tas de raisonnements super intéressants, comme avec tous les livres de Peter Singer sur la souffrance animale, voilà, où il explique que les animaux sont des êtres conscients, donc la probabilité est forte qu'ils soient... les animaux sont comme nous, enfin, ils nous ressemblent, donc la probabilité est forte que ce soit des êtres conscients. Donc les faire souffrir est immoral, puisque c'est des êtres conscients qui souffrent. Après, il dit... en toute rigueur, on pourrait les tuer sans souffrance et les remplacer par une créature similaire, parce que les animaux n'ont pas la capacité de faire des plans pour le futur. Donc c'est marrant, c'est-à-dire qu'il dit qu'on a le droit de tuer des animaux, mais pas des êtres humains, si tu les tues sans souffrance. Et donc il dit cette règle ne s'appliquant pas aux animaux comme les grands singes, les dauphins, les éléphants et quelques oiseaux comme les corbeaux et les perroquets, parce que ils ont cette capacité de projection dans le futur. Et donc, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Je trouve que c'est marrant d'utiliser ces outils et de voir tout ce que tu peux faire avec, si tu te poses un peu et que tu réfléchis, comme Peter Singer. Et un autre truc qu'on avait vu, c'était ce que tu avais dit, l'altruisme efficace. Donc, typiquement, si tu donnes ton argent, donne-le à une association caritative qui va être 100 fois plus efficace qu'une association caritative A, qui va être 100 fois plus efficace qu'une association caritative B. Vaut mieux donner 100 € à l'association A. Et donc, quand tu y penses, c'est très, très évident, mais nous, on ne connaissait pas. Et c'est bizarre que ça ne soit pas connu de plus de monde, mais voilà. Donc voilà, parti sur la morale. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. J'ai trouvé ça hyper cool d'avoir appris ça. Moi. Ouais, grave. Typiquement, ça, c'est un des trucs, je trouve... Parce que je me rappelle, je sais pas, en philo, au lycée et tout, on faisait un peu des trucs sur la morale, mais franchement, je sais pas, c'était justement, j'ai l'impression, pas très, très pratique, quoi. Ouais, c'était moins du coup, moi, ça avait plutôt justement créé du flou, parce que je disais, mais je comprends pas comment me servir de ces phrases. Là, je me rappelle des trucs de Kant ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, ouais, là, c'est sûr que c'est plus concret, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tu te poses des questions intéressantes. Ouais. Je vous dévoile le deuxième thème. Allez. Donc le deuxième thème, c'est celui-là, il peut être un peu pesant. Moi, je sais pas si ça m'a beaucoup amélioré ma vie quand je l'ai compris. Mais c'est le thème de pourquoi on croit ce qu'on croit. Et ça, c'est vrai qu'il y a énormément d'essais qui sont dédiés à ce thème-là de manière plus ou moins cryptique ou évidente. Selon moi, le meilleur livre, c'était Heretics de Will Storr, où en fait, c'est trop bien parce qu'il dédie un chapitre à chaque croyance bizarre. Donc, je sais plus ce qu'il trouve. Il trouve des créationnistes, il trouve des mecs qui croient, les morgelons, il trouve des mecs qui croient qu'ils ont des bêtes sur la peau, puis il va avoir des négationnistes, puis il va avoir des mecs qui se moquent des gens qui croient en l'homéopathie et qui font des conférences avec des t-shirts, oui, on se moque des gens. Et c'est trop marrant, franchement. Parce que souvent, les essais, quand on les lit, c'est un peu chiant, c'est un peu dur. Et lui, c'est trop bien, tu lis chaque chapitre, tu te dis, ah ouais, c'est trop Tu découvres une nouvelle communauté, ouais, une opportunité. Mais t'as un vrai canevas théorique avec des exemples, c'est trop bien. Et donc ouais, c'est sûrement un des meilleurs livres que j'ai lu, mais parce que c'est fun à lire aussi. C'est pas le meilleur en contenu, mais c'est le bon mix contenu et je peux pas le lâcher, quoi. Voilà. Et donc pourquoi on croit ce qu'on croit, en fait, c'est une clé de lecture hyper importante, je trouve. Et je sais pas si je vais bien le résumer. Je vais essayer de le résumer en une phrase. Mais en général, on va croire ce qui nous arrange. Si je devais le résumer en une phrase. Et donc, il y a la fameuse phrase de Upton Sinclair. Il est difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un lorsque son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. Et en fait, cette phrase, je trouve qu'elle résume énormément de trucs et elle est ultra puissante. Et avant de continuer, je ne sais pas si j'ai été assez clair et si vous souvenez que ce thème de pourquoi on croit ce qu'on croit
est-ce que ça vous a autant marqué que moi? Je le fais redécouvrir un peu. Non, moi, c'est un thème connexe qui m'avait bien marqué. C'est tu sais, un truc genre rencontre avec les ennemis de la science. Bah, c'est ça, c'est hérétique, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Mais c'était pas pourquoi on croit ce qu'on croit qui m'avait marqué. C'était plus, qu'est-ce qu'un mode de raisonnement valide? Comment on crée comment on démontre quelque chose scientifiquement, et à l'inverse, qu'est-ce qu'une pseudo-science, etc., etc. Tout ça, ça m'a plu. Okay. Et j'avais oublié la partie pourquoi on croit ce qu'on croit. Ouais, oui, c'est vrai que ce que tu cites, c'est aussi un thème qu'on a souvent abordé, mais c'est vrai que ça m'avait un peu moins marqué quand même. Ouais, mais tu vois, c'est marrant comme quoi, tu vois, sur un même bouquin, on peut chacun kiffer des trucs différents. Ouais, c'est clair. Mm. Mais tu vois, genre, moi, sur les trucs de pourquoi on croit ce qu'on croit, de genre, oui, en gros, tu vas pas penser contre ton propre intérêt. Tu vois, genre, j'ai oublié un peu le détail du bouquin, donc j'imagine. C'est cette phrase-là que tu dis, ouais. Ouais, donc j'imagine qu'il va un peu plus loin que ça, etc. Mais tu vois, je trouve que c'est dur de se contenter de ça comme réponse, quoi. De se dire, genre, on a si peu de prise de recul, en gros, on est si peu honnête intellectuellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, en fait, c'est quand même un peu débile c'est être un peu bête, quoi, d'être incapable de penser contre soi-même, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je disais au début que c'était pesant, en fait. Je sais pas si ça me rend beaucoup plus heureux d'avoir compris ça. Donc c'est quand même pesant d'avoir compris ça. Mais malheureusement, c'est forcément faux chez des gens qui ont énormément de recul sur eux-mêmes, qui ont certains types de traits de personnalité, qui savent prendre du recul, qui ont des certains systèmes de raisonnement pour éviter ces biais-là. Donc évidemment, c'est moins prononcé chez certaines personnes. Mais tu vois, je pense que c'est quand même plutôt très répandu. Et en effet, je sais pas si c'est super réjouissant. Je sais pas si ça te grandit énormément de voir ça, de voir le monde à travers ce prisme. Et tu vois, je me souviens de Jonathan Haidt, encore dans le livre The Righteous Mind, il donnait la métaphore de l'éléphant et du cavalier pour l'esprit humain. Et il disait, l'éléphant, c'est le subconscient. Et donc, c'est lui, en gros, il va où il a envie d'aller, quoi. Et donc, si dans ta tribu, pour survivre, tu dois penser que le chaman, il est ultime et il sait tout, parce que si tu dis autrement, tu vas te faire caillasser. Bah, en gros, le subconscient, il sait ça. Il a fait tous ses calculs et il t'emmène vers le chaman, il est tout puissant, faut surtout pas dire le contraire. Et donc ça, c'est le subconscient. Et sur l'éléphant, t'as un cavalier ou un cornac, je sais pas comment il l'appelle en français, qui essaye un peu, tant bien que mal, de guider l'éléphant, mais il n'y arrive pas trop. Et en fait, son taf, c'est surtout de justifier les conneries que fait l'éléphant, quoi. C'est-à-dire que si l'éléphant, il fait tomber un pot de fleurs, il va dire non, mais c'est normal parce qu'il était là et vous cassez les couilles. Tu vois. Et donc, dans l'exemple du chaman là, que je viens d'inventer, du coup, le conscient va raisonner en disant mais non, mais vous voyez bien que le chaman, il est trop fort, vous voyez bien qu'il fait tomber la pluie, tout est logique et tout. Et donc, la personne va vraiment croire qu'elle croit que le chaman est chaman et qu'il est puissant, parce que la meilleure façon de défendre ses opinions, c'est d'y croire vraiment, quoi. Et donc, cette métaphore, elle est extrêmement puissante. Et en effet, je ne sais pas si ça rend très heureux de se rendre compte de ça, quoi. Oui, ou sinon, peut-être le truc positif qu'on peut voir, c'est que ça rend un peu empathique, dans le sens où, exactement, en gros, ce que ça dit, c'est que la connerie, c'est plus ou moins un mécanisme d'autodéfense, quoi, en gros. Ouais, c'est pas mal dit, ouais. De protection, qu'en fait, c'est que pour éviter d'avoir trop de dissonance cognitive, ou de concéder une forme de faiblesse ou de comportement qui est néfaste, en gros, tu te convaincs d'un certain truc pour garder la face, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que peut-être un des points positifs, c'est que
en effet, peut-être que tu juges un peu moins les gens, quoi. Enfin, tu te dis, ok, c'est un mécanisme puissant, c'est du darwinisme pur, quoi. C'est-à-dire que ça a été implémenté dans le cerveau des gens juste pour qu'ils réussissent à survivre. Et donc, en effet, t'as peut-être plus d'empathie. Enfin, tu vois, typiquement sur la religion, quand tu passes d'un mode où juste tu t'arraches les cheveux en disant mais comment c'est possible juste de croire ça, c'est tellement improbable, il y a tellement aucune preuve, tu t'arraches les cheveux, et quand tu passes de ce mode là à ah oui, en fait, c'est probablement que la personne, elle veut quand même garder un statut élevé auprès de ses parents, de sa communauté, de ses amis. Peut-être sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui aiment bien le fait qu'elle soit très pieuse ou machin. En fait, t'as un peu plus d'empathie et tu te dis ok, je vois d'où ça vient, ok, je lâche l'affaire. Tu vois, tu vois un peu les ficelles qui sont derrière le truc. Et tu peux prendre un peu de recul et te dire ok, ça va quoi. Donc voilà, là je prenais l'exemple dans mes notes d'un mec qui avait un gros poste dans une industrie très polluante par exemple. Et ben voilà, son subconscient va lui dicter qu'il faut absolument trouver un moyen de justifier que c'est ok de travailler là. Et donc la personne en question va expliquer que son industrie est importante, que ça aide les gens et blablabla. Et puis il va s'auto-persuader de la validité de son raisonnement. Et évidemment, la punchline, c'est qu'il est lui-même persuadé d'être objectif et d'avoir raison. Et ça, c'est quand même ultra puissant, quoi. C'est-à-dire que les gens se disent pas « je suis en train de faire semblant ». Mais ça, c'est ouf. Hein. Le meilleur avocat, c'est l'avocat qui est persuadé que tu as raison, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez puissant, quoi. Donc voilà. Je suis en train de lire un peu ce que j'ai noté, mais vu qu'on vient d'en parler... Il n'y a pas besoin de le redire. Blablabla. Oui, tu sais, ça se retrouve aussi dans pas mal de sujets sur l'écologie, tu sais, où genre, par exemple, tu pointes du doigt un comportement qui est pas très écologique, genre, tu prends l'avion 10 fois par an, c'est problématique, tu vois. Ouais. Et les personnes, souvent, ils vont dire, soit ils vont, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça arrive souvent dans notre quotidien. Et soit tu as un truc qui te dit oui, mais l'avion, c'est pas si grave. Soit on te dit oui, mais en France, à notre échelle, on pèse rien sur les émissions mondiales. Soit on te dit de toute façon, c'est déjà perdu. En gros, tu vois, tu as tout un tas de justifications qui se mettent en place qui ne sont pas oui, c'est un comportement de merde, mais j'ai pas réussi à le changer, mais c'est pas grave, je suis un être de valeur par ailleurs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que moi, j'ai eu plein de fois cette conversation avec des amis, parce que moi, je suis pas du tout exemplaire, tu vois. Genre, mais je suis là, juste reconnais que c'est moralement inférieur d'avoir ton comportement, mais ça veut pas dire que t'es pas mon ami et que t'es pas un mec stylé, tu vois. Juste, on est tous pas stylés sur certains aspects et stylés sur d'autres. Reconnais que là, prendre l'avion un week-end pour aller voir un match de foot, c'est de la merde. Et après, c'est pas grave. Genre, tu dis, moi, c'est ma passion, j'ai pas réussi à le changer. Et par contre, par ailleurs, je suis un bon père, très bien, je te respecte. Mais juste reconnais que là, sur cet aspect précis, c'est de la merde. Et en fait, c'est très dur pour les gens de reconnaître, tu vois. Ils disent non, c'est pas de la merde. Ils disent non, regarde les Bernard Arnault, ils voyagent beaucoup plus que moi. Ou mais la Chine, et pourquoi machin. Lui, il a pas fait ça. Je dis, et tu vois, genre en fait, c'est fou. Genre plein de fois, je me heurte à ça, tu vois. Et c'est une illustration parfaite de ce que tu dis, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est une bonne illustration. Bah oui, on l'a tous vécu, ouais. Mais on fait tous ça, de ouf. Ouais, bah tu fais tous, ouais, j'avoue. Et c'est marrant parce que je sais pas si c'est grâce au podcast ou si c'est un truc que j'avais avant, enfin j'en sais rien. Moi, pour le coup, j'ai une capacité à avouer les fois où... Enfin, je pense, tu vois, j'en sais rien, ça se trouve, c'est faux, tu vois, ça se trouve, des gens vont dire non, pas du tout, en fait, c'est un blaireau. Ouais, les gens, ils vont mettre en commentaire, ouais, je le connais, en fait, trop pas. C'est dans les commentaires, moi, je le connais. Non, mais tu vois, genre, je pense qu'au moins, en tout cas, en théorie, j'ai la capacité de dire, bah oui, sur ça, je suis pas stylé, tu vois. Après, ça veut pas dire que ça me rend plus heureux pour autant, tu vois, mais tu vois. Mais t'as une lucidité que d'autres n'ont pas. Bon, en tout cas, j'ai la capacité à concéder que j'ai des comportements de merde. Et je trouve que c'est dur pour beaucoup de gens, et c'est l'illustration de ce que tu disais, l'éléphant et le machin. Ouais.
Ouais, bah c'est sûr. Et après, moi, ça me faisait penser aussi ça me faisait penser à un sujet un peu connexe auquel j'étais en train de réfléchir là-dessus. Et c'est que, en fait, je trouve que cette combinaison de je crois ce qui m'arrange, et quand tu le combines avec le fait que, tu sais, aujourd'hui, on nous apprend à être beaucoup tolérant des comportements, beaucoup tolérant de ce que les gens y pensent, beaucoup dans l'acceptation et tout. Et en fait, tu vois, je me demande si ça fait si bon ménage que ça. Et donc, parfois, je me demande, est-ce qu'il y aurait besoin, tu sais, d'un retour, d'un minimum de stigmatisation, où en fait, bah, tu sais, quand quelqu'un a un comportement pas stylé, juste de dire, tu sais, que ça a un prix social, quoi, ce comportement-là, et que du coup, bah, ça va rentrer dans son équation, dans son subconscient, et du coup, peut-être qu'il va moins le faire, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, parfois, je me pose la question, c'est quoi le bon niveau de stigmatisation, tu vois? Et je trouve que c'est assez contre-intuitif, parce que souvent on dit non, mais c'est pas bien, il faut être ouvert et tout. T'as un mec qui arrive qui te dit ah, moi je suis Starseed et tout, je suis l'étoile réincarnée des extraterrestres et tout. Et on t'encourage à faire ah oui, bah, oui, c'est d'accord, c'est bien et tout. Et en fait, je me demande, tu vois, quel est le bon niveau de prix social qu'il faut faire payer. Et donc, voilà, je réfléchis à ces questions-là. Du coup, c'est un thème qui m'intéresse. Mais ça me fait... Ouais. Non, pardon. Je disais que ça me fait penser à un truc que mon prof de chinois nous avait dit au lycée, auquel je pense souvent. C'est une ref obscure. C'est une ref obscure, mais parce que ça m'avait marqué. Ouais. Parce que justement, on baigne dans ce truc-là de ce que tu dis, d'être tolérant, de dire aux gens qui sont bien que ce qu'ils font, voilà, c'est bien. Voilà. Et lui, il disait, mais en fait, des fois, être l'ami de quelqu'un, être son ami, c'est lui dire, non, mais là, ce que tu fais, c'est de la merde, c'est pas bon pour toi, ou c'est pas bon pour d'autres, ou machin. Et en fait, voilà, j'avais genre, je sais pas, 16-17 ans, et je m'étais dit, ah ouais, on peut faire ça et tout. Bah oui, parce que moi, on m'inculque pas, on m'a pas inculqué de ouf ça, j'ai pas trop tendance à le faire, et je m'étais dit, bah, et en fait, ça te paraît hyper pertinent quand il te donne des exemples, là tu donnes des exemples, et tu te dis, ah bah oui, en fait, mais c'est pas du tout évident, et c'est pas si facilement que ça accepter, en fait, quand tu le fais justement auprès d'un, je sais pas, d'un ami, ou même de ta famille, tes frères et sœurs et tout, bah, tu peux avoir des, je sais pas, des méga grosses fâcheries, ou des trucs qui vont très loin, parce que tu as osé dire, bah là, en fait, peut-être tu devrais pas faire ça, quoi. T'as fait mais, et tu vois, et lui, donc j'ai dit prof de chinois exprès, parce que du coup, il connaissait bien comment on dit, genre Confucius et tout ça, là. Et du coup, je me demandais si dans ces cultures-là, c'était plus mis en avant et enseigné, inculqué, quoi. Oui, bah, je pense que oui, je pense que tu payes un prix social ouais, je pense, beaucoup plus rapidement quand tu fais un truc qui n'est pas la norme. En tout cas, je ne sais pas si c'est forcément un truc moral ou immoral, mais ouais. Ouais. Et j'avais mis un exemple, mais ça, c'est juste parce que j'avais envie de raconter ma life et que ça m'avait énervé. Et tu sais, bah, je pense que je vous ai raconté, mais bon, je pense que voilà, vous allez me réentendre le raconter. J'avais vu l'émission Cash Investigation sur du coup les parieurs maladifs. Et tu vas rencontrer un mec donc qui est tétraplégique, et donc suite à un accident, il a reçu, je sais pas, il avait reçu 700 000 € de l'État pour c'est les différents compensations pour pouvoir vivre sa vie du mieux qu'il peut, parce qu'il y a des tas de dépenses qui sont liées à ça. Et donc ce mec-là était devenu parieur compulsif. Et ce qu'il faisait, BetClick, c'est qu'en gros, il l'avait tagué comme VIP. En gros, t'es tagué VIP, pas quand tu joues beaucoup, mais quand tu perds beaucoup. Et donc, il l'avait tagué VIP, et il y avait un mec dédié qui l'appelait toutes les semaines pour lui dire « Ouais, ça va comment? Ta sœur, ta mère, est-ce que tout se passe bien ?» machin. C'était vraiment son confident.
Et à la fin de la conversation, il disait ouais, bah aujourd'hui, si tu paries 500 €, je te donne 200 € gratos. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui pour ton anniversaire? Des places de foot, bah tiens, je te les donne. Demain, si tu paries 300, je te donne 100. Ça fait 2 ans que tu es chez nous, on peut t'offrir un gros cadeau, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors le mec a dit bah, je veux bien que vous me payiez ma cuisine, j'ai une grosse facture Leroy Merlin de 2000 €. Il a fait ok, on te la paye, t'inquiète. Et donc BetClick paye la facture de la cuisine du putain de tétraplégique. Et donc le gars a évidemment perdu 300-400 000 € du coup sur BetClick. Waouh. Et c'était fascinant de voir, tu sais, du coup, les caches investigations qu'appellent le gars, là, son confident, entre guillemets. Le gars de BetClick, quoi. Le gars de BetClick, qui, du coup, t'explique pourquoi, bah non, je vois pas où est le problème, machin, quoi. Et donc, je trouvais que ça résumait énormément... Si ça le rend heureux. Voilà, si ça le rend heureux, lui, de parier, machin. Et donc, ça résumait vraiment la phrase que, voilà, il est difficile de convaincre quelqu'un de quelque chose quand son salaire en dépend. Et ce mec-là, de BetClick, alors je suis en train de me faire des films tout seul dans ma tête, mais je suis sûr que il est au bar avec ses amis le soir en train de faire le FN, les gens qui votent pour le FN, c'est vraiment des enculés. Moi, je suis pour le féminisme et machin, tu vois. Et juste derrière, il est au téléphone avec un tétraplégique en train de lui soutirer 300 000 €. Et je trouvais que c'était intéressant, quoi, ces mécaniques de société, de points que tu attribues en bonus, en malus sur différents sujets, dans différents contextes. Et que lui, il n'a aucun problème à faire ce qu'il fait et aucun problème à se justifier. Et bref, c'était juste pour raconter cette histoire parce que ça m'avait touché. Mais je trouve ça fascinant, quoi, que tu puisses en arriver à faire ça et à le justifier, quoi. Voilà. Donc ça clôt ce deuxième grand thème, pourquoi on croit ce qu'on croit. Je sais pas si vous voulez rajouter autre chose, mais c'est un truc qui m'a marqué, moi, le thème. Mais oui, mais c'est pas mal. Et tu vois, tu sais, ça rejoint les trucs de statut, là, ce que tu dis, tu sais, genre qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui te confère du statut et quel comportement te donne du statut social et quel comportement t'en enlève. Et c'est vrai que c'est une problématique intéressante, tu vois. Genre, si tu perçois le statut social et le jugement qu'on porte les uns envers les autres comme une sorte de fiscalité des comportements, tu vois. Tu dis, t'as des bonus, t'as des malus, machin. Je trouve que c'est intéressant comme truc, tu vois. Et je trouve que ça explique en partie les trucs où on dit, ah oui, telle culture ou telle culture, tu vois. Genre, je sais pas, tu sais, par exemple, moi, quand j'étais jeune et naïf, tu vois, je croyais beaucoup que le vol, c'était très conditionné au niveau de vie et au niveau d'inégalité d'un lieu. Genre, plus un lieu était pauvre et inégalitaire, plus il y avait de crimes, par exemple, je pensais, ou de vols. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres variables. Et tu vois, par exemple, il y a plein de pays moi, je suis libanais. Au Liban, il y a très peu de vols, tu vois, historiquement. Et genre, tu peux laisser ton porte-monnaie n'importe où, il sera là. Et en fait, alors que c'est un des pays les plus inégalitaires au monde, que c'est pas du tout une dictature où on te coupe la main si tu voles, tu vois. Enfin, donc c'est ni la peur du policier, ni la peur du gendarme, ni le fait que c'est un pays aisé, tu vois. C'est juste, il y a un truc culturel et un truc de jugement mutuel. Ouais, c'est la peur de la perte de statut, ouais. Bref, et du coup, je trouvais ça intéressant. C'est ça, le bouquin de Status Game. C'est le même gars, d'ailleurs. Ouais. C'est le même gars. Hérétique et Status Game, c'est le même gars. Ouais, il est fort, ouais. Non, mais c'est exactement ce que tu dis, ouais. C'est grave intéressant. Et je trouve que du coup, tu vois, ça renforce l'importance aussi des références culturelles, de ce qui crée notre culture, tu vois. Donc, genre, les films que tu consommes, les séries que tu consommes, les livres que tu consommes, les émissions de télé que tu consommes. Parce qu'en fait, tu te dis, si c'est ça qui crée, donc les médias, les films, les séries, les livres, la radio, etc., si c'est ça qui crée ton jugement et qui t'enseigne les comportements, enfin, ce qui t'enseigne ce jeu du statut, là, genre, qu'est-ce qui te donne du statut, qu'est-ce qui t'en... Bah, du coup, ça devient important, en fait, tous ces trucs-là culturels, quoi. Ouais, c'est bien dit, ouais. Bon, voilà, c'était... Non, mais c'est cool et c'est... Et je pense que c'est limite s'il fallait hiérarchiser dans les 4 trucs
les 4 trucs, les 4 thèmes, je le mettrais sûrement en premier, celui-là. Donc, je passe au 3e thème, sur lequel on a énormément progressé. C'est, je sais pas, je l'ai appelé les limites planétaires. Et voilà, c'est porté par des lectures comme Les limites à la croissance, par des gens comme Philippe Biwix, Jean-Marc Jancovici, le livre Comment tout peut s'effondrer. Et ça va vous faire marrer. Mais à la lecture de ces livres, je suis devenu un peu climato-sceptique. Tu vois, c'est contre-intuitif comme remarque, du coup. Mais je rigole un peu à moitié. Mais vous allez comprendre. Et donc, en fait, à la lecture de ces livres, je trouve que tu comprends assez vite que notre mode de vie, en fait, il dépend de la quantité d'énergie qu'on peut dépenser. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Et que cette énergie, elle sert à 2 choses principales. C'est extraire des ressources minières pour fabriquer nos objets et pour fabriquer nos services. Donc ça, c'est le 1. Et le 2, l'énergie, elle sert aussi à dépolluer. Et donc dépolluer, c'est une énorme catégorie dans laquelle tu te dis, je vais dépolluer pour boire de l'eau, il faut que je puisse dépolluer. Pour pallier au changement climatique, il faut que je dépollue. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est une sorte de pollution. Il y a trop de CO2, ça fait des catastrophes, faut reconstruire, faut faire je sais pas quoi, faut faire la clim, parce que sinon tu meurs. C'est de la dépollution. Pallier à l'épuisement des sols, pallier à la chute de la biodiversité, pallier aux pandémies causées par l'homme, guérir les gens qui mangent de la bouffe de merde que tu produis parce qu'il faut bien nourrir tout le monde avec du fourrage pour humains, entre guillemets, donc du pain, du sucre, des produits chimiques, voilà, pour pas que ça périme, tout ça. Je me disais même, si tu as une guerre nucléaire, ça pourrait être compté dans la pollution, parce qu'aujourd'hui, tu as la destruction mutuelle assurée, mais la destruction mutuelle assurée, c'est au prix, ça a un prix, et c'est le prix que, un jour, à force de jeter les dés, il va y avoir un truc qu'on va pas apprécier qui va se passer. Et donc, c'est une externalité de notre mode de vie. Et donc, pallier à toutes les externalités déclenchées par notre mode de vie, c'est de la dépollution. Et pour faire ça, on a besoin d'énergie. Et donc, quand tu dis ça, donc l'énergie, c'est donc extraire des ressources pour fabriquer des objets, fabriquer des services et dépolluer. Et que tu comprends que l'énergie, on va en avoir de moins en moins parce qu'on a de moins en moins d'hydrocarbures à extraire et qu'on a de moins en moins de ressources minières et qu'on a de plus en plus à dépolluer. Mais en fait, tu comprends assez vite que tu es rentré dans un cercle infernal et où tu as besoin de plus en plus d'énergie et tu en as de moins en moins. Et tu comprends assez vite qu'on est dans la merde. Et là, déjà, je fais une pause. Est-ce que déjà, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous aviez compris ça comme moi ? Est-ce que vous avez des remarques ou peut-être à des moments, j'étais pas clair, peut-être vous vouliez préciser un truc ? Est-ce que ça, c'était aussi un des trucs que vous avez retiré des épisodes où c'était plus ou moins clair pour vous Moi, ça va, c'était clair. Tu sais, en plus, on en a fait plein des bouquins sur l'écologie, je trouve. Ouais. On a compris, ouais. Ouais, je pense pas que je l'aurais formulé comme ça, mais oui, du coup, ça rassemble un peu l'ensemble des choses qui ont été dites, quoi. D'accord. Et donc, c'est vrai que je trouve que ça fait bizarre aussi que j'ai l'impression, peut-être juste une impression, mais quand tu regardes les journaux, la télé, les médias, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas forcément compris ce phénomène-là. Alors c'est soit, du coup, nous, on est un peu à l'ouest parce que, je sais pas, on s'est enfermé dans une bulle algorithmique ou je sais pas ce qui s'est passé. Ou c'est bizarre. Et je sais pas mettre le doigt sur pourquoi c'est comme ça. Et donc, tu sais... ouais, vas-y. Non, mais tu vois, je trouve une des réponses... une des oppositions principales, c'est le technosolutionnisme, quoi. C'est de dire, oui, en fait, on va trouver une source d'énergie de malade, on va accroître les rendements de ouf. Et après, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la justification facile quand tu veux pas changer ton mode de vie, parce que ça repose sur un futur hypothétique, et que, par essence, c'est très difficile de prédire le futur, donc tu dis... voilà, tu dis... Ouais.
Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais moi, limite, c'est encore plus basique. C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, je sais pas, les gens, ils se demandent pourquoi les choses elles coûtent plus cher, pourquoi il y a de l'inflation. Et les économistes, ils te disent « Ah, mais c'est à cause des taux d'intérêt, c'est la guerre en Ukraine, je sais pas quoi. Oui. » Et il y a très peu de gens mainstream qui vont te dire « Bah, en fait, à un moment, t'es arrivé au pic de ressources, il y a tout qui est pollué, tu vas avoir moins de trucs et de bidules et de services, quoi. » Enfin, t'es arrivé à... En anglais, ils appellent ça le peak everything. Et ouais, du coup, t'as moins de trucs, quoi. Donc, du coup, ça coûte plus cher et tout. Et tu vois, toi, tu parles de technosolutionnisme, mais même sur des trucs, on va dire, un peu basiques, t'as pas beaucoup de sons de cloche où c'est évident pour tout le monde, bah oui, c'est le peak everything. Voilà. Oui, je suis d'accord. Donc, à moins qu'on découvre une énergie infinie ou je sais pas quoi, ou ce que tu dis, hein, bah aujourd'hui, le status quo, c'est que c'est le peak everything. Et que, c'est vrai que le mérite de la pensée écologique moderne ou de ce que Jean Covici raconte, c'est que en fait, ça te fait prendre conscience que en fait, tout est basé sur des flux physiques et tout est basé sur de la production d'énergie. Et je trouve que déjà ça, moi, il y a un avant, un après le moment où j'ai compris ça, quoi. Oui. Je trouve qu'au début, si t'as pas compris ça, tu peux t'illusionner longtemps sur le fonctionnement de la société ou sur notre capacité à innover ou sur, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a quand même, je pense que tous les gens qui ont écouté ou lu Jean Covici un jour, ils ont un peu cette prise de conscience, tu vois, une sorte de aha moment où tu dis ah ouais putain en fait oui, genre tout notre développement il est directement corrélé à la production d'énergie et à des flux physiques derrière et qu'on pourra pas perpétuer, tu vois, quels que soient les scénarios. Ça moi j'avais pas du tout compris avant et j'ai vraiment un truc tu vois, c'est un raisonnement très élégant dans le sens où tu peux pas, une fois que tu as compris ça, en fait, tu peux pas y échapper, quoi. T'es coincé. T'es là, ah oui, il y a pas de contre-argument, quoi. Donc il y a ça qui est intéressant. Et attends, je vais vous dire un autre truc. J'ai oublié l'autre truc. Bref. Ouais, bah c'est ça. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est que je suis pas sûr de comprendre pourquoi on n'entend pas ce genre de raisonnement dans les médias mainstream ou très peu. Et j'ai peur, c'est pas une théorie du complot, mais j'ai peur qu'une des raisons aussi, c'est que les gens qui sont mis en avant et les gens qu'on entend, c'est peut-être qu'ils sont mis en avant et qu'on les entend justement parce qu'ils pensent pas ça, en fait. Ah oui. Donc oui, j'aimerais bien avoir tort. Du coup, ça te rappelle quelque chose, vas-y. Non, mais c'était ça le deuxième truc que je voulais dire, ça rejoignait ce que tu disais. Ouais. C'était que, ça m'a fait tu prends conscience que tout est flux physique et que tout est énergie et que du coup, ça peut pas continuer. Et deux, tu prends conscience qu'en fait, l'écologie, c'est pas du tout un sujet comme un autre, tu vois. Et qu'en fait, c'est un sujet holistique qui englobe tout, tu vois. Et du coup, tu vois, genre, historiquement, là, je sais pas, les 100 dernières années, enfin, en tout cas, depuis 2-3 générations, genre, on met l'économie par-dessus tout, tu vois. Et en fait, on essaye de faire sens du monde ou de gérer le monde par l'économie. Et en fait, moi, j'ai plus ou moins pris conscience qu'il fallait plutôt faire sens du monde et gérer le monde par l'écologie, tu vois. Et après, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Genre, une fois que tu as dit ça, tu vois. mais tu vois... Non, mais de la gérer par la physique. Et exactement, de dire, jusqu'à maintenant, la quantité de ressources et la quantité que tu pouvais polluer, c'était pas une variable parce que c'était infini. Exactement. Et là, ça ne l'est plus. Donc, en gros, c'est plus un taf d'ingénieur qu'un taf d'économiste, quoi. Exactement. Et tu vois, genre, une fois que tu intègres la dimension physique, la dimension biologique, et que tu prends conscience du fait que c'est la dimension primaire et qu'en fait, tout repose sur ça, en fait, tu te dis, notre système, il peut pas se perpétuer. Tu peux pas gérer l'allocation des ressources par la main invisible du schémar si, à partir du moment où tu dis, les flux physiques, ils sont limités, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça ma prise de conscience, moi, c'est que en fait, tu peux pas gérer l'allocation des ressources sur la base soit de la main invisible du marché, soit du comportement individuel des agents qui vont optimiser. À partir du moment où tu dis que les flux physiques sont limités et que on doit prendre des décisions collectives qui vont réclamer des investissements majeurs pour des investissements même gigantesques pour maintenir les conditions d'habitabilité sur Terre. Une fois que tu as dit ça, tu peux pas
perpétuer notre système économique tel qu'il est. Et toi, ta théorie du complot sur pourquoi c'est pas un discours mainstream, t'as une théorie du complot là-dessus ou pas? Mais du coup, je trouve moi, c'est ce que j'allais dire et je trouve que ça répond un peu, mais ça va pas être satisfaisant. Mais c'est que du coup, pour l'instant, on est depuis, je sais pas, une centaine d'années ou plus même sur ce mode de gestion, je sais pas quoi, avec l'économie et tout, et ressources infinies. Et en fait, on sait pas trop comment changer. Enfin, je sais pas si on sait pas trop, on sait pas, on veut pas, on a du mal à opérer le shift parce que, comme tu dis, en fait, même ceux qui ont compris ça, si, il y en a qui proposent des façons de faire, tu vois, mais ça demande tellement de changement que... Oui, qu'on ne sait pas par où commencer ou qu'on ne sait pas comment le faire accepter par la société, que ça remet, j'imagine, aussi en question des notions de pouvoir. Les pouvoirs ne sont peut-être plus aux mêmes endroits et que ça, on ne sait pas changer. En fait, moi, ce qui me fait flipper, c'est que j'ai l'impression que sur beaucoup d'aspects, on n'est plus dans un système de gouvernement où, en gros, on va se dire on fait des plans sur le long terme, on va essayer de faire quelque chose. Mais on est passé sur un système de gouvernement, et dans le système de gouvernement, j'inclus tout le monde, même les riches, les puissants, enfin tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ce qui se passe dans le pays, qui ont un pouvoir. Je pense qu'on est passé dans un système de gouvernement de je pille un petit peu tout ce qui reste avant l'événement fin, mais un peu pour mon intérêt X où il va se passer quelque chose. Et j'ai peur que ce soit un peu dans le subconscient des gens de ah putain, faut que je prenne, faut que je ramasse les miettes avant que quelque chose se passe. Alors voilà, théorie du complot. Mais ouais, ça me fait un peu flipper, quoi. Donc vis-à-vis de ça, tout à l'heure, je disais oui, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation, je sais pas quoi. Et en fait, ça, c'est une clé de lecture qui a été donnée par Jared Diamond, qui est très intéressante. On a fait 2 livres de Jared Diamond. Et en fait, il t'explique la différence entre cause proximale et cause ultime. Et en fait, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand tu dis que l'inflation, par exemple, pour reprendre mon exemple, c'est la faute de la guerre en Ukraine, en fait, c'est une cause proximale. Donc, c'est tout à fait valide de dire ça. Par contre, c'est vrai que ce qui est plus intéressant, c'est la cause ultime. Et la cause ultime, ça pourrait être tout ce qu'on a décrit là. Donc, le fait que voilà, on a atteint un pic. Et l'exemple que moi j'ai déjà donné, je pense, dans le podcast, c'était l'exemple de imagine, voilà, tu as une maison, tu as ton jardin, et tu fais un tas avec tes poubelles. Donc au lieu de les sortir dans la rue pour que le camion passe les prendre, tu fais juste un tas dans ton jardin, parce que tu as la flemme. Et donc le tas de poubelles s'accumule. Au bout d'un moment, tu as 20 mètres de poubelles. Et il y a un pigeon qui se pose sur tes poubelles et qui te les fait tomber sur ta maison, et ta maison s'écroule. Et toi, tu vas être là, tu vas faire « Ah, satané pigeon, c'est la faute du pigeon. » Tes voisins, ils vont te demander « Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Le tas de poubelles, il s'est écroulé. » Il fait « Oui, j'ai fait une analyse, c'est le pigeon et tout. » Et en fait, ouais, ça, c'est une cause proximale. Mmh. Mais en fait, la cause ultime, c'est juste que t'es un putain de débile et t'as fait un tas de 20 mètres de haut avec tes poubelles. Mmh. Et en fait, c'est vrai que personne n'a tort. C'est-à-dire, oui, c'est la faute du pigeon, si tu veux. Et oui, c'est la faute du gars qui a fait 20 mètres de poubelle avec ses ordures. Mais je trouve que c'est quand même plus intéressant de parler de la cause ultime, en fait, que de dire, oui, il y a un pigeon qui... Oui, ok, si tu veux. Il y aurait pu avoir un coup de vent aussi, ça se serait écroulé. Enfin, tu vois. Voilà. Je trouve que mon analogie est bonne. sans vouloir me jeter des fleurs. Donc voilà. Donc, cause proximale et cause ultime. Et donc, pourquoi, c'était quoi mon point? C'était, je trouve que tu peux devenir un peu climato-sceptique. En fait, quand tu vois que le climat, en fait, ça n'est qu'une variable dans l'espèce de flux de pollution qui existe. Et je sais pas si j'ai tort, tu vois, mais ça me fait relativiser un peu, quoi. Je me dis, je me demande quel est le pourcentage du climat, quel est le pourcentage d'emmerdement dans tout le tas de pollution qu'on produit.
Voilà. C'était un petit peu la punchline du truc, quoi. Donc je continue à lire. Blablabla. Ah bah on a tout dit, c'est magnifique. Vous voulez rajouter un truc là-dessus? Non, c'est bon. Non, ça vous êtes trop chaud. Et dernier point, du coup, point numéro 4, c'est je trouve qu'on a fait énormément de choses intéressantes sur l'intelligence et sur forcément le thème des humains qui essaient de recréer l'intelligence et donc de l'IA. Et donc, ouais, en anglais, pour ceux qui ne comprenaient pas. AI. Et donc, ouais, déjà, avant le fait d'essayer de reproduire l'intelligence sur d'autres substrats que le corps humain, c'est vrai que de remarquer la disparité d'intelligence entre les individus et le fait que c'est un peu la faute à pas de chance et que c'est pas mal lié aux gènes. Déjà, ça, c'est un truc, je trouve, on l'a fait assez rapidement. C'est dans l'épisode Blueprint, ça doit être assez rapidement qu'on l'a vu. Mais ça, c'est vrai que ça te met un coup dans la gueule. Et tu sais, dans Blueprint, ils avaient fait des études sur des jumeaux qui étaient séparés à la naissance, puis qui avaient été adoptés par la suite. Et donc, ils ont permis de voir, en fait, sur tout un tas de métriques, tout un tas de comportements, tout un tas de traits de personnalité, quelle était la quantité qui était héritable, donc génétiquement. Et c'est vrai qu'en général, alors ça variait en fonction de la variable, mais en général, tu avais 50% d'héritabilité sur à peu près tous les traits psychologiques, les traits de personnalité, l'intelligence, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'était hyper intéressant. Je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, mais donc c'était 50% d'héritabilité. Ouais. Et même le truc hyper intéressant, c'était que tu mettais deux personnes qui étaient adoptées, mais qui avaient aucun lien génétique avec les parents. La corrélation de personnalité avec les parents, c'était 0%. Donc en gros, c'était 50% génétique et 50% les hasards de la vie. Et c'est vrai que quand tu as cette réponse sur l'inné et l'acquis, c'est vrai que je me souviens, ça devait être en 2020, quoi. Enfin, c'était comme un fou, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Et même, tu vois le monde autrement. Je trouve que tu es plus tolérant. On partait de loin pour ce qui est de mon cas. Et on est toujours assez loin, d'ailleurs. Et donc, non, mais ouais, ça te donne des clés de lecture où tu fais, je sais pas, lui, il n'y arrive pas, ou lui, il est comme ça. Et je sais pas, tu mets de l'eau dans ton vin, tu fais OK. Bon, c'est CGM. Non, mais... en fait, oui. Ça relativise beaucoup la notion de mérite, quoi. Et en fait, c'est sûr. En fait, une fois que tu prends conscience que l'intelligence, c'est plus ou moins, à grosse maille, si j'exagère, c'est plus ou moins aussi hasardeux que les traits physiques et que la beauté, par exemple, en fait, tu te permets de beaucoup moins juger sur cette base-là, quoi. Tu sais, genre, il est communément très peu admis de juger quelqu'un parce que, je sais pas, tu le trouves moche ou parce qu'il a des traits disgracieux. Genre, tu le juges inconsciemment, mais tu vas pas dire « Ah, cette personne, elle est moche, je vais pas lui parler », tu vois, ça ne se fait pas. Ce qui est plutôt bien, tu vois. Et en fait, ce que ces différents bouquins nous ont fait réaliser, en tout cas sur ce point-là, c'est que, en fait, il faudrait idéalement même pas dire genre cette personne est bête, je lui parle pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais complètement. Non mais complètement. Non mais c'est ça, c'est complètement ça. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui fait pas du tout qui est très peu qui fait très peu consensus, quoi. Le fait que tu as plutôt tendance à croire tu penses parce que je pense que j'ai une vision déformée du coup depuis je sais pas, moi en tout cas moi dans mon entourage, genre je pense qu'il est communément admis que genre l'intelligence c'est quelque chose que tu as construit par ton mérite,
contrairement à les traits de ton visage, tu vois. Mais tu vois, c'est intéressant que tu cites les bouquins sur le mérite, parce que j'avais pas fait de lien. Mais en effet, ils sont dans cette catégorie-là, tous les bouquins qu'on a fait sur le mérite. Méritocratie Trap ou La tyrannie du mérite. C'est vrai que c'est dans cette catégorie-là, en fait, finalement, parce que dans les bouquins sur le mérite, je me souviens qu'on se posait la question, c'est quoi le mérite? Et puis finalement, c'est vrai que tu fais vite le tour quand tu constates que t'as pas choisi tes parents, t'as pas choisi tes gènes, t'as pas choisi les choses un peu aléatoires qui t'arrivent. Et donc, à part le fait que, en effet, t'as envie de payer plus les gens brillants parce que ils sont brillants et t'as envie de les motiver à faire des trucs bien. Au-delà de ça, t'arrives vite à un moment où tu te dis, on s'arrête là, quoi. Mais donc, ouais, c'est intéressant que tu aies cité ça, j'avais complètement zappé. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et j'avais beaucoup aimé sur comment marche l'intelligence, la question de David Deutsch. Et là, pour le coup, c'est con parce que c'est, je pense, mon passage préféré de tous les épisodes, d'avoir compris ça. Donc ça, c'est même pas un livre préféré, c'est juste mon passage préféré. Et c'était quand il expliquait, pour expliquer c'est quoi l'intelligence, il posait la question, qui est hyper ludique d'ailleurs, il se demandait qu'est-ce qu'on peut apprendre à une poule. Est-ce qu'on peut tout apprendre à une poule? Et j'adore ce truc-là. Et donc la réponse c'était, une poule ne peut pas apprendre grand-chose parce qu'elle n'a pas beaucoup de mémoire. Tu sais, on avait dit... je sais pas si Georges, il avait dit une connerie. Elle a 5 kilooctets, elle peut juste faire... Et ça, c'est 5 kilooctets, quoi. Donc, elle a pas beaucoup de mémoire. Est-ce que tu te trouves toujours drôle il rigole. A posteriori, genre. Je me trouve super drôle. Je l'ai vu. Mais globalement, je me trouve exceptionnel. En général. Ouais. Même si tu prends trop l'avion, tu te trouves méga stylé, quoi. Ouais. Oui, non, mais on est drôle. Le truc du NFT sur Christian, c'était drôle. Enfin, tout est drôle. Je sais pas quoi faire, tellement on est drôle. Non, mais il n'y a rien à acheter. Tout est drôle. Tout est marrant. Et donc, la poule ne peut pas apprendre grand-chose parce qu'elle n'a pas beaucoup de mémoire. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'elle a des neurones qui marchent sur le même principe que nous, en gros, tu peux te dire, en fait, sa vitesse de calcul, c'est la même que la nôtre, quoi. Juste, elle a en effet 5 kilooctets. Et ensuite, il va un cran au-dessus, il dit, mais en fait, est-ce qu'un chimpanzé peut tout apprendre? Parce qu'en fait, le chimpanzé, du coup, il est beaucoup plus comme nous, c'est-à-dire qu'il a la même quantité de mémoire que nous, il a le même nombre de gigaoctets, et il a la même vitesse que la poule et que nous, donc le chimpanzé, est-ce qu'il peut tout apprendre? C'est quoi l'intelligence? Et en fait, il a dit, en fait, si tu trouvais un moyen de graver dans le cerveau du chimpanzé une connaissance, genre, je sais pas, comment faire des crêpes, tu vois, en fait, oui, il pourrait le faire, tu vois. Il faut juste que tu graves à l'intérieur de son cerveau avec, je sais pas, une machine qui grave les connaissances. Il pourrait tout à fait apprendre à faire les crêpes. Genre, il serait là avec son petit tablier en train de faire sauter des Exactement, crêpes. Il serait trop chaud et tout. Et donc, je sais pas pourquoi il y avait besoin de répondre à cette question, mais on y a répondu. Et donc, finalement, donc il pourrait apprendre comme ça, mais ce qui manque aux chimpanzés, c'est le bout de code, qui est le bout de code que nous, on a humain, qui est le bout de code qui permet d'apprendre les trucs. De transmettre, non? Ouais, enfin, de transmettre et d'apprendre. Enfin, non, d'apprendre, du coup, parce que oui, transmettre, mais quand tu vois... je sais pas, quand tu vois 50 fois la noix de coco tomber sur quelqu'un et le tuer, tu vas comprendre qu'il faut pas se mettre en dessous de l'arbre parce que, enfin voilà. Mais le chimpanzé, non. Eh ben le chimpanzé, faudrait re-regarder l'épisode, c'était très intéressant ce qu'il expliquait, mais en gros, ouais, il expliquait, si, je vais vous le retrouver. Ouais, typiquement, si tu vois une conf sur un sujet donné en tant qu'humain, et que par exemple le mec arrive et il parle une fois avec un accent normal et l'autre jour il arrive et tu sais il a un accent québécois, et ben en tant qu'humain, tout ça pour placer un accent. Voilà. En tant qu'humain, tu sais, tu vas comprendre que ce qui est important, c'est pas l'accent québécois, par exemple. Tu vas comprendre que ce qui est important, c'est le contenu de la conf. Et même si des fois, il balbutie ou il se trompe ou il explique pas de la même manière, en gros, tu vas comprendre quand même. Alors que le chimpanzé,
Non. C'est-à-dire que si tu veux lui apprendre à faire la vaisselle, et que genre à un moment, tu places mal l'assiette et elle tombe et elle se casse, bah je sais pas, il va croire que ça fait partie intégrante du truc. Alors qu'en tant qu'humain, tu vas comprendre que non, là tu cherchais à faire la vaisselle et si ça s'est cassé, c'est pas normal. Et donc en gros, voilà, le chimpanzé, il a pas ce code-là qui permet d'apprendre à apprendre. Et finalement, quand tu t'intéresses aux ordinateurs, et ben l'ordinateur, il a une mémoire beaucoup plus grande que nous et il a une vitesse beaucoup plus grande que nous. Enfin, la calculette te torche en calcul sans aucun problème. Mais il lui manque ce code-là, qu'on ne sait pas coder, qui est le code pour apprendre à apprendre, quoi. Et donc peut-être qu'on va savoir le coder un jour, peut-être qu'on va comprendre avec les IA... comment on appelle ça, Georges, les IA qu'on a aujourd'hui Génératives. Génératives ? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être qu'on va apprendre avec les IA génératives des trucs qui vont nous donner la puce à l'oreille sur comment coder ce truc-là. Mais donc, ouais, je trouvais ça trop bien, quoi, ce truc de c'est quoi l'intelligence, quoi. Je trouvais ça... donc c'est le fait d'avoir la capacité d'apprendre. Non, mais cette explication, je trouve, c'est trop... J'ai voulu résumer un truc. T'as voulu résumer, mais... Voilà, parce que tu peux te dire, la poule, elle est intelligente, juste elle a 5 kiffs, tu vois, tu pourrais te dire. Oui, ok, j'ai compris. Voilà. Et donc aussi, on a beaucoup lu sur l'intelligence artificielle et ses dangers. On avait vu le fameux exemple du maximiseur de trombone, où en gros, tu as le patron d'une usine de trombone qui demande à une IA de maximiser la production de trombone, et l'IA se débarrasse des humains qui seraient susceptibles de la débrancher et de l'empêcher de faire des trombones et de transformer tout l'univers en trombone. C'est un exemple un peu cartoon qui illustre ce qu'on appelle la thèse de l'orthogonalité, c'est-à-dire que intelligence et but sont des concepts orthogonaux. C'est-à-dire que tu peux être humain, tu peux être très intelligent et avoir un but de merde, en fait. Et en fait, pourquoi pas avec les humains, parce que tu as plein d'humains qui sont très intelligents et qui ont pour but de mettre leur zizi dans un orifice et de lui faire des allers-retours. Et tu pourrais te dire que cosmiquement, c'est pas éblouissant, tu vois. Et donc, qui sommes-nous pour critiquer l'IA qui veut maximiser les trombones? Voilà, sinon on veut faire des allers-retours avec notre zizi dans un orifice, tu vois. Et je me souviens que c'était hyper intéressant de s'intéresser aux chercheurs qui essayaient de se poser la question, ok, mais comment je rentre correctement un but? Non. Comment? Non. T'as très mal commencé cette phrase. Comment je rentre correctement un but? Ben non. Dans l'ordinateur. Phrasing. Je vais me concentrer maintenant. Comment je rentre un but dans l'ordinateur sans qu'il asservisse toute l'humanité? Et je me souviens plus si vous vous souvenez de la réponse, comment ils ont fait pour rentrer un but dans l'ordinateur sans qu'il asservisse toute l'humanité. Vous vous souvenez ou pas? Vous vous souvenez pas, je suis sûr. Mais bien sûr qu'on se souvient pas, putain. On était sous merde. Putain, vous vous souvenez de rien. Donc en gros, c'était trop bien. Ils avaient dit, une des solutions, c'est de marquer le but sur un bout de papier. Et genre, tu sais, tu le brûles ou tu fais je sais pas quoi, tu le caches quelque part, où l'ordinateur, il va pas le trouver. Et donc, tu dis à l'IA, maximise le but de l'humanité. Du coup, on l'a marqué sur un bout de papier. Mais vu que l'IA n'a pas accès au bout de papier, elle peut pas tout à fait t'attacher à une espèce de matrice et te pomper des hormones pour que tu sois heureux. Tu vois, je peux pas tout à fait te faire un truc obscur que t'as pas, un corner case que t'as pas prévu, quoi. Et je trouvais ça marrant, quoi, ce truc t'écris sur un bout de papier et tu le caches quelque part. Je trouve ça génial. Mais j'ai pas très bien compris. J'étais là, moi, quand on a fait ça. Je sais pas. Oui, t'étais là, ouais, avec On va pas le refaire, du coup. Ouais. J'ai réécouté. Mais c'est-à-dire que, vas-y, mais toi, comment tu dirais, vas-y, tu vois, on va faire la preuve. Comment tu donnerais un but à l'IA? Imagine, tu veux que l'IA fasse un truc. Ouais, mais je veux qu'elle dégénère. fasse un truc sans que ça parte en cacahuète. Sachant que le maximiseur de trombone, ça avait dégénéré parce qu'il a transformé l'univers en trombone. Ouais, d'accord, ouais. Tu vois, je sais pas, mais je vais dire un truc con, mais du coup pas aussi simple que ça. Mais je vais dire que je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que dans le code, il faut réfléchir à des façons de non, mais d'accord. Mais vas-y, propose un truc. Quoi? C'est ça que je propose.
De quoi ? C'est quoi la proposition ? Bah, je paye des codeurs, là, comme on dit, des développeurs. Tu payes des gens pour le faire pour toi ? Non, mais vas-y, mais dites dans les commentaires que c'est pas stylé. Dites que J'accepte pas cette réponse. Parce que du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit sur un bout de papier, ouais, par exemple, le but, c'est... je sais pas quoi, du coup, j'ai pas d'idée. Dites-lui que c'est pas stylé. et donc, elle a jamais vu ça. Ouais. Et après, ils lui disent quoi, Alia ? Comme but, ils lui disent... Ton objectif, c'est... Bah, je sais pas, imagine, c'est une IA qui est... Tu lui dis de remplir des bouteilles de bière. Je sais pas, de remplir des bouteilles de bière. Le plus vite possible. Et tu lui dis, du coup, j'imagine, respecte ce qui est marqué sur le bout de papier. Quoi. Ouais. Voilà. Par exemple. Ah, et comme elle sait pas ce qu'il y a sur le bout de papier, ça va la limiter. Elle peut pas asservir toute l'humanité et lui injecter. Voilà. C'est que tu lui dis les deux trucs. En gros, tu lui laisses un objectif suffisamment flou pour qu'elle puisse pas suroptimiser dessus. Quoi. Ouais. Ok, mais c'est parce que j'avais pas compris cette partie-là. Je croyais qu'il lui donnait juste un truc flou et je disais là, comment elle sait quoi faire en fait. Heureusement qu'on a clarifié. Du coup. Je sais pas. Et je me souviens, mais là je l'ai pas noté malheureusement, mais il y avait une autre solution, mais vous regarderez l'épisode Super Intelligence, où en gros ils avaient concocté une espèce de phrase à la con, où c'était notre but. C'est le but que nous aurions si nous étions plus sages, si nous nous aimions plus, si machin, tu vois, genre il mettait une espèce de phrase. Bref, c'était hyper drôle. Vous retrouverez la phrase en regardant les... Ouais, c'était trop marrant. En regardant l'épisode. Donc ça, c'était très drôle. On s'était dit, ce qui va arriver dans les années à venir, ça peut potentiellement être assez dystopique, tu sais, avec des IA dans les smartphones qui deviennent ton meilleur ami, tes nouveaux amours, tout ça, quoi. Les IA qui vont intégrer les équipes de travail. On va commencer à avoir des rapports avec des entités intelligentes, mais qui sont pas conscientes, donc ça va être chelou. Et voilà, peut-être que pour faire écho au chapitre précédent, l'IA va rentrer dans la catégorie pollution, c'est-à-dire qu'on va commettre des erreurs, on va faire des grosses conneries avec, qu'il faudra réparer avec de l'énergie et des ressources qu'on n'a pas. On avait vu dans Nexus, là, le livre de Yuval, où en fait, tu avais un dictateur qui se faisait putcher par son IA. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un dictateur se fait putcher par son IA ? Ça peut peut-être potentiellement mener à une guerre nucléaire, j'en sais rien, un truc pas simple qu'il faudra réparer. Mais voilà, même des trucs aussi débiles que l'addiction au smartphone, où en gros, c'est souvent un peu aidé par l'IA pour le fait de rendre des trucs addictifs. Même ça, on avait vu que ça coûtait déjà probablement des milliards en capital humain. Voilà. Donc voilà, ce thème de l'intelligence et de l'IA, sans m'étendre beaucoup plus, je trouve que voilà, de réfléchir à ce que c'est l'intelligence, ce que ça va impliquer sur notre société, c'était quand même fascinant, quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc là-dessus, mais c'était un gros bloc de ce qu'on a vu, et c'était bien cool. Ouais. Moi, je pense qu'un des trucs qui m'a le plus marqué dans tous les épisodes, c'est ce qu'on a dit au début, là, au début de ce thème, quoi. Sur l'héritabilité, ça, c'est de ça, certains c'est traits et de l'intelligence. Ouais. J'avoue que ça change pas mal de choses, quoi. Ouais. Ouais, moi, il y a le truc, après, je vous l'ai dit souvent, que le truc, c'est que moi, l'IA, ça me fait bader, quoi. J'ai peur. Je vis dans la peur. Mais globalement, les quatre thèmes sont pas... J'avoue que toi, t'as rien choisi de fun, quoi. Ouais, c'est pas les thèmes où t'es genre, trop bien, et tout, je m'en vais allègrement dans ce monde. Après, l'IA, il y a plein de gens qui se réjouissent de ce truc-là, tu vois. Enfin, je trouve que les autres, ça fait un peu consensus, genre personne se réjouit du réchauffement climatique, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais l'IA, je suis pas sûr que beaucoup de gens, que ça fasse bader autant de monde que... Enfin, je sais pas trop. Ouais, peut-être ils se sont pas posé la question. Mais... Ouais, c'est ça, parce que moi, ça commence à me faire bader aussi à cause de vous. Non, mais c'est vrai que... Surtout la vitesse à laquelle ça va. Moi, j'avoue que ça me fait flipper, parce qu'en fait, quand on avait fait... je sais plus, Super Intelligence et tout, c'était il y a un petit moment déjà. Oui, c'était visionnaire, c'était 2008. Non, lui, ouais, mais nous, quand on a fait c'était genre 2021. Et il n'y avait pas de ChatGPT. Ouais, c'est ça, on parlait de trucs sans trop savoir de quoi on parlait et que ça allait arriver dans notre quotidien aussi rapidement, quoi. Déjà, dans Super Intelligence, les timelines qu'il annonçait,
ça faisait bader, en effet. Ouais. Et en effet, si tu écrivais aujourd'hui la version 2.0 de ce livre, tu sais, souvent les auteurs, ils font ça, ils ressortent un livre en mettant à jour les trucs. Bah, clairement, toutes les timelines seraient très, très réduites, quoi, du fait des IA génératives. Donc, ouais, c'est pas hyper enjoué comme thème. Mais bon, voilà. Donc, 4 grands thèmes importants, la morale, pourquoi on croit ce qu'on croit, la dynamique du système Terre et l'intelligence. Et je sais pas si c'était porteur d'espoir comme épisode, je pense pas. Du coup. C'était pas ton but, visiblement. Mais c'était cool, je trouve, de faire un épisode commémoratif, de faire une petite rétrospective. J'aime bien ce mot. Okay. J'aime bien ce mot, que c'est commémoratif. Voilà. Ouais, quelque chose à rajouter? Non, bah moi j'ai kiffé. J'aimerais bien que les gens nous disent aussi est-ce qu'ils ont les épisodes qu'ils ont kiffé ou qu'ils ont apprécié. Ouais, ou si c'est pas un bouquin, si c'est comme nous un truc qu'ils ont retenu ou qui les a marqués, je sais pas, une prise de conscience ou une compréhension de quelque chose. J'avoue, je serais curieuse aussi. Mais moi, en fait, au-delà de ça, du coup, je vais nous casser, je vais complètement vous casser. Non, au-delà du fait qu'on soit Shadowban, c'est vrai qu'il y a environ 1500 écoutes sur les plateformes de podcast, et je suis sûr qu'il y a plein de gens en fait qui écoutent un peu, mais qui n'ont jamais eu l'envie d'interagir et de venir sur YouTube et de dire salut les gars, machin, et de dire je sais pas, de dire quelque chose, quoi. Ouais. Ou et même en vrai, sur les plateformes, sur Spotify, tu peux commenter aujourd'hui et tout. Ouais, tu peux commenter sur Spotify, j'avoue. Mais juste, voilà, je trouve que ça ferait trop plaisir, quoi, de juste d'avoir un peu des nouvelles des gens qui sont là, un peu dans le background, et juste qui se sont jamais manifestés, mais juste de vous voir, ça serait trop cool. Send nudes, envoyez les nudes. Et envoyez les nudes, évidemment, comme d'habitude. Voilà, on va faire un truc genré, donc si vous êtes un garçon, envoyez-les à Clem, et nous envoyez à Georges et moi, et puis nous on filtrera dans la boîte mail, de toute façon. Ça sera une IA qui va filtrer les trucs. Voilà. Donc voilà, je sais pas où on va, combien d'épisodes on va faire encore. Moi j'ai envie d'en faire encore quelques-uns. Il y a encore quelques livres qui étaient un peu marrants. Mais donc voilà, c'est l'inconnu. On verra. En tout cas, c'est pas le dernier, mais voilà, on avisera. Et puis, vous avez senti qu'il y a un gros engouement pour continuer, quoi. Ouais, moi, je suis chaud en vrai de continuer, mais bon, moi, je suis arrivé plus tard, donc je suis moins lassée. Toi, quand tu feras comment on appelle ça, le royaume, tu auras voix au chapitre. Ouais. Et ben plein de bisous. Je dois me faire. Je dois me remettre à ma place, quoi. Bonjour. Quoi. Et donc, ouais, vas-y, Georges. Bah non, rien, c'est tout. Je sais pas si on se disait, peut-être peut-être qu'à un moment on va essayer de faire plus d'épisodes d'entretien avec des gens. Je sais pas trop. Nous-mêmes on sait pas trop. Mais... Ouais, nous-mêmes on sait pas trop ce qui nous fait kiffer. Le truc c'est que les entretiens, je trouve tout le monde fait un peu ça. Ouais. Donc, quelle est la plus-value? À voir. Si vous avez des idées ou des envies, peut-être on peut faire un appel au mais non, je veux dire, faut quand même qu'on fasse un truc qui nous fasse kiffer. Oui, mais oui, ils peuvent brainstormer, c'est vrai. Non, mais oui. C'est vrai qu'on peut brainstormer. L'intelligence collective, on n'a pas fait de bouquin sur l'intelligence collective. Non, mais par contre, on va peut-être faire le deuxième bouquin de Christian Gérondeau. Oh, waouh. Putain, un teaser de malade. Et peut-être que on sera beaucoup moins respectueux cette fois-ci. Vous aviez été respectueux la dernière fois. Franchement, ouais, même s'il y a eu plein de commentaires désobligeants de deux gros connards, un but d'eux-mêmes, je sais pas quoi. Les gens étaient vénères quand même, mais on était hyper respectueux. Donc sans doute que sur le deuxième, on va... Ouais, mais on devait sentir le mépris au fond de la... sans doute que sur le deuxième, ça sera un peu plus gaulerie. Donc voilà, plein de bisous. Plein de bisous on en est là, on fait des bisous. On fait des bisous et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.